Bonjour à tous. Donc, j'avais envie dans la série des interviews que je propose, voilà, j'ai commencé une série d'interviews avec des personnes dont j'admire le travail et puis avec qui j'ai plaisir, souvent en amitié, à être. Comme la dernière fois, moi, j'avais une interview avec Claude Parisot qui était fort intéressante. Donc là, aujourd'hui, je reçois Yves-Marie Lourd, qui est aussi mon compagnon dans ma vie depuis des années. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà vu son visage puisqu'il apparaît dans certaines de mes vidéos, puisqu'on co-anime aussi des stages de tantra ensemble. Et puis aujourd'hui, j'aimerais bien t'interviewer sur. J'ai pensé à ça hier en me disant, tiens, ça pourrait être intéressant de t'interviewer sur la relation entre le tantra et la relation amoureuse. Alors, est-ce que tu peux nous dire des choses intéressantes sur ce sujet, sachant que beaucoup de personnes qui nous regardent ne connaissent pas le tantra, hein, voilà. Oui, merci Véronique de ta proposition. Euh, oui, ça fait une vingtaine d'années que j'explore le tantra. Et c'est vrai que l'une des caractéristiques du tantra, c'est dans une certaine mesure une école de thérapie, et puis dans l'autre, c'est aussi une voie spirituelle. Et c'est une voie spirituelle qui a ceci de particulier, de nous faire explorer, trouver notre vérité dans la vie incarnée et en particulier dans la relation. À travers toute interaction quelque part humaine, le Tantra nous dit que c'est une part intérieure de nous qui est actualisée, qui est révélée à chaque fois que je suis en lien ou en interaction avec un autre être humain, qu'il soit homme ou femme. On pourrait dire que je suis quelqu'un de différent dans chaque interaction. Et c'est en particulier vrai, j'ai envie de le dire, dans la relation amoureuse, dans la relation affective, puisque le partenaire ou la partenaire qu'on va choisir va être en quelque sorte le soutien à l'exploration d'une part spécifique de nous pendant toutes les années ou les heures que, que va durer cette relation. De quelle part tu veux parler, par exemple, concrètement? Euh, ben, Par exemple, dans une relation avec une femme qui est en insécurité, par exemple, pour certains aspects de sa vie, eh bien, peut-être que dans cette relation, je vais jouer le rôle du, du sauveur ou du protecteur. Si cette femme joue l'enfant, je vais jouer celle du père. Si cet homme joue le rôle du guerrier, peut-être que je vais jouer le rôle de la femme qui va prendre soin de lui, etc. Donc, quelque part, évidemment qu'une relation amoureuse ne se réduit pas à un seul type d'interaction, à un seul type de rôle, mais disons que le partenaire de vie qu'on choisit, quelque part, est le symptôme, le signe d'un visage particulier, d'un rôle particulier que je vais explorer tout au long de cette relation. Donc ça voudrait dire que, si je résume, que le tantra permet encore plus de voir les parts de nous qui sont stimulées ou sollicitées avec tel ou tel partenaire. Si on a un compagnon et qu'on est plus en rôle parent-enfant, par exemple, comme tu disais, eh bien ça se voit encore plus quand on fait du tantra, c'est ça que tu veux dire? Le tantra, en tout cas les pratiques tantriques ou les retraites, les stages de tantra, vont nous permettre d'affiner notre perception de ce qui se joue dans la relation. Donc on va mettre en lumière finalement tous les scénarios inconscients, les rôles inconscients, les identifications, les jeux qui se sont établis dans la relation, qui quelquefois la stabilisent, mais quelquefois aussi peuvent rendre la relation souffrante ou toxique. Et le tantra va quelque part nous aider à mettre en lumière ces fonctionnements-là, les conscientiser, on peut dire, pour quelque part les reconnaître comme des rôles. Alors que je crois être ceci ou cela, dans le tantra, je vais pouvoir voir que je vais pouvoir décoller ce rôle ou cette manière d'être de qui je suis. Oui, donc là tu parlais des couples justement, puisque tu es en train de dire que
Si je suis dans une relation de couple, ça se voit encore plus. Je vois encore plus mon fonctionnement, les rôles auxquels j'adhère, sans me rendre. Alors que d'habitude c'est inconscient. Hein, si je suis la petite fille qui se fait protéger par son papa, Mhm. là ça se voit encore plus. C'est ça que tu es en train de nous dire dans les stages de tantra. Et donc dans les couples qui viennent au tantra, d'abord première question, est-ce que c'est mieux de venir en couple? Parce que là, ça pourrait être intéressant. Tu es en train de dire que c'est un accélérateur. On voit encore plus tous ces rôles. Est-ce que c'est bien de venir en couple? Est-ce que c'est mieux de venir seul? Voilà, qu'est-ce que tu en Alors, penses? les deux sont possibles. Euh, les personnes qui viennent en couple à un stage ou à une retraite vont, pendant la durée de ce stage, travailler vraiment spécifiquement sur leur relation. Mais il est tout à fait possible de venir seul et de se rencontrer soi à travers le miroir de toutes les interactions qu'on va avoir avec d'autres participants, hein, sans qu'on ait besoin d'être dans une relation engagée avec ces personnes-là. Euh, si vous voulez, chacun va choisir son niveau, son degré d'engagement dans le stage, qui peut être de très léger à... Il y a des personnes qui rencontrent des partenaires amoureux aussi pendant les stages, avec quelquefois même des... Pas le but non plus. Non, c'est pas le but, mais c'est dire juste que quelquefois, dans ces espaces-là, il y a un tel niveau de profondeur qui est créé que ça peut faciliter des rencontres profondes entre des personnes. Donc, si je viens avec mon partenaire, eh bien, je vais travailler spécifiquement cette personne que je suis avec mon partenaire de vie. Je vais venir peut-être en début de relation ou après 15 ou 20 ans de relation. Mais dans tous les cas, l'espace du tantra, contenu par le groupe, va soutenir, approfondir la mise en évidence, en tout cas, de tout ce qui peut passer inaperçu dans le quotidien de la relation. Et si je viens seul, eh bien ça va être un travail, je vais dire, moins focalisé sur une des parts de ma personnalité, mais je vais travailler ma relation, par exemple, aux hommes ou aux femmes en général, ou ma relation à un groupe, ou ma relation à une interaction individuelle en particulier, mais le travail va peut-être être moins concentré, voilà, sur un aspect. C'est la différence entre venir en couple et venir en célibataire. Mon premier enseignant en tantra nous disait que quelque part le tantra joue le rôle d'un accélérateur. Il va mettre en évidence finalement la profondeur ou la superficialité, la vérité ou la fausseté d'une relation. Si la relation est construite sur un malentendu ou sur un jeu de rôle ou sur une manipulation, ben, très rapidement, elle va nous confronter à l'imposture quelque part de cette relation et va la faire éclater. Si la relation est basée sur une vérité profonde, sur un accord, j'ai envie de dire, d'âme à âme, sur quelque chose qui est réellement de l'amour, ben le stage va approfondir encore cette relation. Donc quelque part, l'espace tantrique va accélérer finalement la mise en évidence de ce qui est, que ce soit l'imposture ou que ce soit l'authenticité de ce lien. Alors, tu nous dis là que le tantra va mettre la lumière sur notre manière d'être en lien avec l'autre, hein, donc on voit le fonctionnement, on voit comment on fonctionne, on voit encore plus nos parts, on conscientise, c'est ça que tu as dit, encore plus nos rôles, nos parts qui se mettent en action quand on est avec un partenaire. Par exemple, je me fais protéger par un homme, je joue au sauveur, je joue au séducteur, j'ai besoin de connexion. Enfin, on voit encore tout ça apparaître encore plus dans les stages de tantra. Mais ce que je voulais dire, c'est que la représentation quand même du grand public sur le tantra, en tout cas les stages de tantra, c'est quand même que c'est très lié à la sexualité, notamment la sexualité sacrée. Et là, tu nous as pas parlé de ça jusqu'à présent. Comment tu vois les choses? Ouais. Le tantra à l'origine, c'est une école spirituelle originaire d'Inde qui reprend des aspects qu'on peut retrouver dans d'autres écoles religieuses ou rituelles d'autres traditions. Elle a une symbolique sexuelle ou tantrique, c'est-à-dire que dans les temples tantriques, il y a souvent des représentations d'accouplement sexuel entre le dieu et la déesse, entre Shiva et Shakti. Il
il y a plusieurs écoles en fait en Inde, et on retrouve aussi cette dualisation en Occident. On dit qu'il y a des tantras de la main gauche, des tantras de la main droite. Les tantras de la main gauche vont jusqu'au passage à l'acte sexuel, jusqu'à l'exploration réellement de la sexualité. Les tantras de la main droite vont rester au niveau symbolique, en fait, hein, puisque en fait, la représentation de cette union entre le dieu et la déesse dans la statuaire, c'est en réalité l'union de l'absolu et de l'incarnation, ou de la personne. La déesse Shakti dans le Tantra représente l'énergie, représente l'incarnation, représente les phénomènes, représente la vie. Shiva représente l'absolu, le pur sujet, la pure conscience transcendant le corps et l'organisme. Et donc la représentation de Shiva et Shakti faisant l'amour, unis dans cette posture qu'on appelle le Yam-Yum, hein, c'est l'union, la réunion de la part divine et de la part humaine. Donc le tantra, essentiellement, c'est cela. Après, dans les traités tantriques, ils nous expliquent que toutes les expériences de la vie quotidienne peuvent être utilisées comme un support pour se projeter dans la reconnaissance de notre véritable nature, de ce qu'on peut appeler l'éveil, hein, dans une tradition orientale. Et le tantra n'exclut aucune expérience. Le tantra n'est pas moral, le tantra ne parle pas de bien ou de mal. Le tantra est pragmatique, il regarde qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et on a retenu beaucoup dans une société très puritaine en Inde que le tantra n'excluait pas de travailler avec la sexualité. Ce qui fait que, quelque part, par réaction, il a été associé à la sexualité. Mais, comme on le dit souvent sur 112 techniques de méditation dans l'un des textes traditionnels, le Vijnana Bhairava Tantra, sur 112 techniques de méditation, il n'y en a que 3 qui parlent de sexualité, dont 2 d'ailleurs plutôt par l'imagination de la sexualité. Donc on est très très loin d'une réduction au tantra à un travail sur l'énergie sexuelle. Mais par contre on travaille sur l'énergie au sens propre. Et le centre de l'énergie dans le corps humain, le centre de vie, c'est le centre sacré. Si vous connaissez un peu les chakras, vous savez qu'il y a des centres d'énergie. Et l'énergie vitale est localisée dans la zone sexuelle chez l'être humain. Donc là aussi, symboliquement, il s'agit de réveiller l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie du désir, mais en la sublimant, c'est-à-dire au lieu de la vivre simplement dans la pulsion sexuelle, on va la sublimer, l'amener au niveau du cœur, l'amener au niveau de la vision, et cette énergie sexuelle sublimée peut donner naissance à des philosophies, à des œuvres d'art, à des mouvements humanitaires. Voilà. L'objet du tantrisme, c'est de réveiller cette énergie endormie pour la permettre de se manifester à un très haut niveau de subtilité. Ah, oui, alors justement, tu nous parles de ça, de comment le tantrisme voit la sexualité et comment un grand pan des stages, il y a beaucoup de gens qui organisent des stages de tantra qui mettent beaucoup l'accent sur l'énergie sexuelle. Toi qui animes des stages, bon, j'en anime des fois avec toi, mais tu en animes beaucoup plus souvent tout seul, et je sais que tu en animes un là, du 6 au 12 août prochain. Là. Est-ce que tu vas consacrer beaucoup de temps sur l'énergie sexuelle, la sexualité sacrée, ou au contraire, comme tu le disais au tout début, plutôt mettre de la conscience sur les parts de nous qui se révèlent dans la relation, et notamment la relation amoureuse? Voilà, quelle est la part de temps que tu consacres à l'énergie sexuelle, ou qu'est-ce que tu proposes en fait concrètement? Concrètement, je ne propose pas de technique liée directement à la sexualité. Par contre, sur le chemin d'un thème qui par exemple, la semaine prochaine sera sécurité et liberté intérieure, bien, il est possible que le thème de la sexualité apparaisse. Auquel cas, il y aura peut-être une proposition ou plusieurs propositions d'exploration de ce thème-là. Mais oui, c'est un élément important d'ailleurs, merci de poser la question. Dans les stages que j'anime, il n'y a pas un programme préétabli. C'est-à-dire que pour moi, le tantra, c'est être en prise avec la réalité de l'instant, donc de pouvoir quelque part danser avec la réalité qui se présente. Et donc, ça serait quelque part aberrant d'arriver avec
dans ma compréhension personnelle, en tout cas du tantra, ça serait aberrant d'arriver avec un programme préétabli qui ne serait pas en prise directe avec le vivant tel qu'il se manifeste dans ce groupe-là, ce jour-là, à cet instant-là. Donc, on travaille forcément tout le temps avec le désir. Ça, c'est un élément clé du tantra, mais le désir peut se manifester au niveau sexuel, au niveau émotionnel, au niveau mental. Il peut se projeter sur des personnes, il peut se projeter sur des projets, sur des objets. Donc, concrètement, peut-être que le thème de la sexualité apparaîtra, notamment si il y a des couples, hein, puisque dans la relation amoureuse, on sait que le thème de la sexualité apparaît toujours comme un nœud, mais il n'est pas prévu qu'il soit abordé, disons, de manière privilégiée a priori. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que là tu parles du désir, et bien souvent le mot désir pour le commun des mortels, c'est en général le désir sexuel. C'est rarement, et notamment si on parle de tantra, la représentation c'est quand même le tantra, presque on pourrait imaginer que c'est des boîtes d'échangistes où tout le monde fait la fête sexuelle en même temps, et c'est important que tu discrimines ça pour dire que les désirs déjà n'est pas que le désir sexuel, ça peut être le désir, moi je parle souvent de l'enfant intérieur, c'est le désir de l'enfant libre ou de l'enfant intérieur qui a envie d'aller vers quelque chose qui branche en fait, hein. Et donc c'est bien que tu puisses dire que le tantrisme, en tout cas ce que tu proposes, n'est pas qu'un lieu d'exploration de la sexualité sacrée ou du désir uniquement sexuel. Non, par contre, quand tu parles de l'enfant, de l'énergie de l'enfant libre, un des éléments avec lequel on joue beaucoup, c'est le jeu, c'est cette énergie vitale, c'est cette créativité et c'est cette instinctualité, hein, cette reconnexion à notre corps aussi, animal en même temps que subtil ou qu'angélique, pouvoir unir, on va dire, l'animal et l'ange, la bête et l'ange, parce qu'il y a de la lumière aussi biologiquement dans nos cellules, dans notre corps animal, et nous sommes, surtout dans nos sociétés très cognitives aujourd'hui, très normatives, nous sommes coupés de nos instincts, nous sommes coupés de nos émotions, nous sommes coupés de la peur, nous sommes coupés de la colère, nous sommes coupés de la réalité de la vie. Nous fuyons finalement tout ce qui peut nous faire peur, la question de la vieillesse, de la mort, de la souffrance, de la douleur. Et le tantra est aussi une proposition d'aller rencontrer, d'aller faire face directement à ces aspects quelquefois effrayants de notre nature profonde, hein, que ce soit la rage, que ce soit la haine, que ce soit la culpabilité, que ce soit la honte, que ce soit la puissance même, hein, puisqu'il est souvent question aussi de retrouver notre puissance et de ne plus avoir peur de la manifester. D'accord, donc tu serais en train de dire que à la fois on peut rencontrer des rôles ou des parts de nous, ce que tu disais en tout début, qui se révèlent plus à travers les exercices qu'on propose dans les sages de tantra en général, et qu'on voit encore plus comment on joue des rôles avec un autre que nous, et notamment nos compagnons si on est nos partenaires si on est en relation, mais aussi nos émotions. Donc c'est ça ce que tu veux dire, c'est à travers les exercices qui sont proposés, eh bien on peut rencontrer toutes les émotions, si je reformule, toutes nos émotions, que ce soit la peur, la joie, la tristesse, la colère, la rage, enfin tout peut se rencontrer sans être évité. Et une fois que les personnes, par exemple, vivent des émotions pendant les stages, qu'est-ce que tu en fais, quoi? On appelle ça contenir l'émotion ou la sentir. Très souvent, quand on vit une émotion, hein, la colère, la peur, alors ça se joue aussi dans la relation, hein, dans la dépendance affective, dans la peur de perdre l'autre, dans la jalousie. Il y a des émotions qui montent, hein, la colère, la peur, l'insécurité. Et la plupart du temps, ces émotions, on cherche à les gérer, c'est-à-dire qu'on va chercher à faire avec en modifiant la réalité, en la contrôlant. Par exemple, je suis jaloux que ma compagne veuille partir 10 jours avec ses copines dans un endroit où je sais qu'elle risque de rencontrer d'autres partenaires masculins. Eh bien, peut-être que ma première réaction va être de vouloir la dissuader, la contrôler ou la faire payer. Et donc, ma peur, quelque part, va prendre le pouvoir et va
déterminer ma manière d'agir. Ça, c'est l'ego qui prend le pouvoir, c'est l'émotion qui prend le pouvoir. La manière tantrique d'aborder ça, ça va être rencontre ta peur. Ta peur est là, respire-la, sens-la, laisse ta peur te traverser. Ne la laisse pas prendre le pouvoir. Et rencontre cette peur, confronte-toi au pire scénario que tu puisses imaginer. Et regarde ce que ça te fait, respire avec. Et on accompagne ce mouvement-là. Et on va permettre à la personne de développer une plus grande capacité à contenir cette peur sans être instrumentalisée par elle. C'est-à-dire que ça ne va pas être une expérience forcément confortable, mais en traversant quelque part la vague émotionnelle, en apprenant la personne à traverser cette vague émotionnelle, ou plutôt à être traversée par elle, elle va retrouver la paix derrière, et une paix profonde. Parce que le problème de la réaction de contrôle qui vise à changer l'extérieur, à contrôler, à faire payer, c'est que ça ne me met jamais en sécurité profonde. Ça ne fait qu'ajourner le moment où je serai à nouveau confronté à la même peur. Hein, si j'ai été jaloux une fois, que j'ai réglé le problème en changeant les circonstances la première fois, l'année prochaine, la question se posera encore. La pratique tantrique va au contraire régler en profondeur ce thème, quelque part. Et ça va déjouer les jeux des résonances toxiques dont tu parles d'ailleurs dans ton dernier livre, où quand les deux souffrances émotionnelles se rencontrent dans la relation et qu'elles vont jouer au ping-pong, ma réaction de protection engendrant chez mon partenaire ou chez toi une autre réaction de protection que je vais percevoir comme une agression, et à mon tour, voilà, et on va entrer dans un cercle vicieux de destruction et de protection, c'est-à-dire qu'on chercherait à trouver la sécurité, et paradoxalement, on va plonger le couple dans une crise énorme. Alors par exemple, là tu disais, un bon exemple, ma copine va partir pendant 15 jours, ou ma copine va partir en stage de tantra par exemple. Par exemple. Et donc moi je suis jaloux, et donc je m'inquiète, et donc je peux réagir soit en contrôlant, c'est-à-dire en disant oh là là, n'y va pas sans moi, ou n'y va pas du tout, ouais, n'y va pas sans moi, n'y va pas du tout, ou vas-y, mais alors à ce moment-là, il faut que tu m'envoies des mots toutes les 5 minutes pour me dire que tu ne fais rien avec d'autres hommes, etc. Enfin voilà, je contrôle, je suis jaloux. Soit quoi alors? Tu dis je reste avec ma jalousie, et après j'en fais quoi? C'est quoi ce que tu expliques là concrètement? Alors, par exemple, le tantra, dans cette situation-là, je vais pouvoir accompagner soit la personne qui vient en stage et qui ne sait pas trop comment gérer sa propre culpabilité ou sa relation avec son compagnon, soit le compagnon jaloux. Si par exemple on s'intéresse à cette femme par exemple que tu imagines vouloir aller en stage et qui suscite la jalousie de son compagnon, je vais aller lui proposer de rencontrer en elle ce dilemme. Peut-être qu'elle a très envie d'aller en stage d'un côté, et donc elle a un désir réellement de se rencontrer elle-même, d'aller découvrir de nouvelles pratiques, voire d'aller vivre une expérience stimulante ou plaisante. Et puis de l'autre, elle se sent coupable. Elle se sent coupable par rapport à son compagnon qui a l'air de souffrir. Et donc elle se demande si elle doit y aller ou pas. Avec l'approche tantrique, on va aller regarder de quoi parle cette culpabilité. Et cette culpabilité, on va voir qu'elle est faite d'une insécurité. De la peur, par exemple, que mon compagnon me fasse payer ou me quitte. Et donc en réalité, ce que j'appelle culpabilité n'est pas du tout de l'ordre moral, mais de l'ordre d'une peur. Et donc, derrière la peur, d'un désir de préserver la relation avec lui. Et donc on va voir qu'en réalité, il y a le désir de cette personne dans cet instant, c'est un désir peut-être de stimulation ou de plaisir, un désir hédoniste, mais de l'autre aussi un désir de protéger la relation. Et du coup, à cet endroit-là, on va voir que ces deux désirs ne sont peut-être plus inconciliables, mais qu'il y a peut-être effectivement une manière de prendre soin de ces deux désirs. Parce que mon désir profond à ce moment-là n'est peut-être pas de détruire ma relation. Et si je reconnais ce désir profondément, eh bien je vais peut-être être moins susceptible de réagir de manière rebelle en disant mais il veut me contrôler, puisqu'il veut m'empêcher, eh bien je vais y aller, puisqu'il me demande
de lui envoyer des mots 3 fois par jour, et ben je n'en enverrai pas, etc. Alors qu'en réalité... Ou alors j'y vais pas. Ou alors Par contre, pas. je prends sur moi et au bout d'un moment, je boude ou voilà, je vais payer un jour. Ou je renonce à mon stage. Plaisir. Mais derrière, je garde du ressentiment et peut-être que je ferai payer en faisant un passage à l'acte, en le trompant à la première occasion, etc. Donc en éclairant, en mettant de la lumière sur ces zones qui ne sont pas encore reconnues, qui sont en réalité toujours des zones de conflit intérieur entre des désirs. Hein. Dans le cas présent, c'est un conflit entre mon désir d'expérience et mon désir de lien. Et ces deux désirs qui, au niveau des stratégies, comme on pourrait dire en communication non violente, au niveau des stratégies, ça paraît inconciliable, aller ou ne pas aller en stage, hein, parce que si je vais en stage, je le perds, mais si je ne vais pas en stage, eh ben, je renonce à mon plaisir, donc ça paraît inconciliable, il y aurait comme un arbitrage à faire. À un niveau profond, je vais réunir mes désirs dans une forme d'intégration qui va me donner la possibilité de poser des actes avec beaucoup plus de puissance, de clarté, et sans créer davantage de souffrance, d'abord en moi, mais aussi à l'extérieur. Je ne sais pas si cet exemple est clair. Donc là, tu reviens sur le point que tu avais évoqué tout à l'heure, qui est que la voie tantrique permet de mettre beaucoup plus de conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, dans les processus, de clarifier tout ça. Voilà. Je pourrais dire, merci de reposer la question, c'est le premier niveau du tantra, c'est-à-dire le travail de être témoin de tous ces processus psychologiques qui se jouent en moi. Mais il y a un niveau plus profond, qui est le niveau de la transcendance, ou le niveau de ce que je suis au-delà de tous ces mécanismes. Et ça, c'est la dimension verticale du tantra, la dimension spirituelle dont il est difficile de parler et de dire quelque chose sans le vivre, mais qui est cette connexion profonde à l'évidence de ce je suis, de cette pure conscience que je suis, et qui, quand je l'ai reconnue, me donne une assise, une sécurité, une liberté intérieure sans commune mesure avec toutes les autres ressources qui peuvent exister. Oui, j'ai trouvé un socle en fait dans ma vie. Donc ce que tu veux dire, c'est par exemple, je suis jaloux et en même temps, je me sens coupable d'y aller et en même temps, j'ai peur d'y aller parce que je veux préserver. Bon, donc ça peut apparaître. Si je finis par aller en stage, je vais découvrir ça. Et en même temps, il y a quelque chose de plus transcendant qui serait indépendamment de je suis ceci et je suis cela. C'est je suis tout court, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cette expérience qui peut advenir dans les pratiques, dans les exercices qui sont proposés dans le stage, il peut y avoir cette reconnaissance, comme on le dit, ou ce détachement, et tout d'un coup je vais voir en fait le jeu de ces deux partenaires qui sont en souffrance, en jalousie, et je vais voir cette scène, mais un peu comme si j'étais à l'extérieur, comme si je regardais presque une scène au théâtre ou au cinéma, et je vois ce drame humain entre ces deux personnages. Je ne vais plus être identifié de manière privilégiée à, par exemple, Yves-Marie. Je vais voir Yves-Marie dans sa relation avec sa partenaire et je vais être témoin en fait, de ce drame. Et en étant témoin de ce drame, je ne vais plus prendre parti et je vais trouver une forme de tranquillité, de paix intérieure. Il va y avoir quelque chose qui va juste vouloir, en fait, regarder, waouh, c'est tellement triste en fait, ce jeu qui est en train de se passer entre ces deux personnes, entre mon ego et son ego. Et dans ce détachement-là, il y a déjà plus de problème. C'est un peu comme si vous étiez témoin de la dispute entre deux de vos amis très chers, un couple d'amis, vous voyez ce couple se déchirer devant vous, et là vous avez juste de l'amour et de la compassion pour eux. Vous avez juste envie que ça se passe le mieux du monde, et vous n'êtes pas partie prenante. Donc il n'y a plus de guerre à cet endroit-là. C'est une métaphore très, très naïve, très, très simpliste, mais pour décrire quel peut être concrètement l'effet de cette désidentification lorsque je me détache en fait de la comédie humaine, du jeu des interactions humaines, des jeux psychologiques, pour passer à l'arrière-plan. Mais avant de passer à l'arrière-plan, il
il est souvent nécessaire de reconnaître tous les enjeux qui sont à l'avant-plan. Donc, la première partie de ce c'est un peu conceptuel pour ceux qui n'ont pas l'habitude. L'avant-plan, l'arrière-plan, c'est des mots un peu... mais de toute façon, c'est extrêmement compliqué d'aller comprendre tout ça comme ça d'un premier jet, parce que c'est parce qu'on en fait l'expérience. C'est vrai que les stages de tantra ont la particularité d'être très expérientiels. C'est beaucoup on appelle ça des structures, mais c'est beaucoup d'exercices et souvent corporels guidés, hein, ou des méditations qui sont guidées, parce que là tu parles aussi de méditation, être témoin de ce qui se passe. Et je pense que le mieux pour comprendre vraiment ce que tu es en train de dire et de le pressentir, enfin en tout cas de le vivre de l'intérieur, le mieux c'est quand même d'y aller, d'aller faire l'expérience d'un stage, parce que sinon ça reste... souvent on dit souvent à nos participants, en tout cas moi quand j'anime, je leur dis souvent, vous pouvez raconter ce que vous avez vécu, mais c'est compliqué ensuite de traduire en mots pour ceux qui n'ont pas été, parce que c'est vraiment des choses très, très vécues dans l'expérience. Donc, mais je te remercie d'essayer d'expliquer la différence entre je suis et je suis tranquille, je suis point, je suis tout ça, et quelque part je suis détachée, je suis un spectateur et je suis détachée et je trouve une forme de paix. Et en même temps, j'ai mon partenaire, je veux le garder, en même temps j'ai envie d'aller m'amuser, mais je veux quand même le garder. Donc tout ça, c'est pas si simple que ça quand on est en relation amoureuse. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant d'aller explorer cette paix beaucoup plus profonde. Enfin, de mon expérience, c'est vraiment en allant dans des stages qui sont vraiment bien guidés, hein, qu'on peut commencer à pressentir cette paix qui est ce que j'appelle moi dans tous mes bouquins ou dans mes conférences la sécurité intérieure en fait. Donc, en tout cas, merci pour avoir présenté tout ça. Je pourrais revenir vers toi pour déployer encore ou décliner encore d'autres aspects du tantra, parce que c'est vrai qu'il y a encore plein d'autres choses à dire. Mais déjà, c'est pas mal déjà d'avoir dit tout ça. Peut-être préciser quand même que concrètement, comment ça se passe un stage, ça peut peut-être être intéressant, parce que oui. c'est des groupes... Surtout que tu en fais un là du 6 au 12 août, mais c'est vrai que tu en animes régulièrement, puis sinon il y a d'autres animateurs qui animent des stages. C'est des groupes qui peuvent être de 10, 20, 30, 40 personnes en fonction des stages. Certains stages sont dédiés aux couples, d'autres sont des stages dits mixtes. Et très simplement, en fait, il va y avoir des alternances pendant le stage de temps d'exercice, des propositions qu'on appelle des structures, qui vont être des propositions de méditation, de danse, de jeux de rôle, de pratiques respiratoires. Il faut y avoir des exercices avec le toucher aussi, le massage, etc. La parole aussi. La parole, beaucoup la parole. Rien n'est jamais obligatoire dans les stages, c'est toujours que des propositions. Donc à chaque fois, chacun est invité à écouter ses limites, à sentir est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas. Tout est progressif, tout est accompagné, et il y a souvent vraiment un accent qui est mis sur la douceur, la lenteur, prendre soin. Il n'est jamais question de forcer quoi que ce soit. Et progressivement, au fil de tous ces exercices, il y a une forme d'apaisement qui vient et d'approfondissement aussi des liens intimes entre les personnes du groupe. Ce qui fait que souvent, au bout de quelques jours, on a l'impression de connaître ces personnes depuis quelquefois des années. Il y a vraiment comme un tissage d'amicalité comme ça qui se noue entre les participants. Et qui est également accompagné de ce qu'on appelle des temps de partage après chaque exercice, c'est-à-dire qu'on pose des mots sur l'expérience, et puis des temps aussi en grand groupe dans lesquels c'est l'occasion de poser des questions, de dénouer des difficultés, d'éclairer des points qui n'ont pas été compris, etc. Donc le stage comme ça se poursuit. En général, on est en résidentiel, donc on vit ensemble pendant les quelques jours du stage, et il y a comme une forme de magie comme ça qui opère, qui est toujours assez surprenante, même quand au début on se demande comment on va s'en sortir, qui fait que quelque chose se transforme, il y a de la joie qui vient, il y a des émotions fortes aussi. C'est comme si à plusieurs on se soutenait pour traverser la tempête quelquefois, et puis célébrer en même temps aussi les moments de retrouvailles ou de joie. Et on redescend tranquillement à l'issue du stage aussi pour revenir à la vie réelle. Donc si ça vous intéresse, effectivement, il y a un site qui est navatantra.com. Je mettrai le lien juste sous la vidéo. Hein. Et
voilà, si en tout cas vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les formuler, on y Ouais. répondra. Ben, merci en tout cas à toi Yves-Marie d'avoir joué le jeu de cette interview, puis d'avoir présenté vraiment les éléments qui te paraissent essentiels, enfin les éléments les plus importants dans ce que propose la vision tantrique et de la manière dont tu la proposes en tout cas. Voilà, ben, bonne journée à tous, merci à vous et puis à bientôt dans une autre interview que je présenterai.